Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous recevoir pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur Figaro TV. Je suis accompagné de Damien Canivez. Ça va Damien? Ça va Nicolas, merci. En pleine forme, et nous accueillons sur ce plateau, vous allez le voir, un journaliste qui fête ses 20 ans dans le groupe TF1, envoyé spécial à Washington, puis rédacteur en chef des JT du week-end. Il a pris la direction de LCI en septembre dernier, la chaîne info du groupe TF1 qui est désormais au coude à coude avec ses concurrents depuis hier soir minuit. Bonjour Guillaume Debré, ravi de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes le directeur général d'LCI, je l'ai dit, la chaîne info du groupe TF1. Vous avez été nommé en septembre dernier. Et à ce moment-là, LCI était encore sur le canal 26 de la TNT. Et depuis 1h du matin, cette nuit, vous êtes sur le canal 15. Je voulais juste savoir votre première impression. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça fait quelque chose ou pas quand même? Bien sûr que ça fait quelque chose. C'est une renaissance pour une chaîne historique. Ouais. Elle s'est relookée, elle a plus de pulsions. La première chaîne info créée en France, hein, on absolument. Rappelle, en 94. Et avec une promesse éditoriale dont on est très fier, avec une rédaction qui est ultra mobilisée. Et on a à cœur de faire découvrir qui est LCI à un nouveau public, parce que maintenant, depuis ce matin, on est donc dans un bloc info, c'est-à-dire collé à tous nos concurrents, et maintenant on est à armes égales. 13, 14, 15, 16, effectivement. En une saison à peine, vous avez gagné 11 places. Il y a beaucoup d'entraîneurs de Ligue 1 de foot qui aimeraient être à votre place. Hein. Oui, absolument. C'est une belle progression. C'est une belle progression. Et nous, le classement, on a assez envie de grignoter encore des places. Évidemment pas dans le bloc info, mais en part d'audience. Et je pense qu'on est armé pour ça. Et on va en parler évidemment dans un instant de LCI. On parlera de cette saison, de ses objectifs également pour la rentrée. Ce sera juste après les news médias de Damien Canivez. Et on démarre ces infos, Damien, avec France Info qui part à la chasse aux toutologues. Oui, alors les toutologues, vous savez ce que ce terme désigne, hein, ce sont tous ces commentateurs qui défilent sur les plateaux de télévision, qui sont capables à la fois de s'exprimer sur la guerre en Ukraine, mais également sur la victoire du Paris Saint-Germain face à l'Inter Milan. Ils sont experts en tout et rien à la fois, ils ont souvent un avis très tranché. Eh bien, sachez que cette espèce devrait être en voie de disparition sur France Info. Muriel Pléné, la directrice de la chaîne info de France Télévisions, a récemment annoncé qu'elle allait partir en croisade contre ces analystes de plateau à l'occasion de l'arrivée de la chaîne d'information sur le canal 16 de la TNT. La preuve d'ailleurs avec ce tout nouveau slogan, l'information n'est pas une opinion, c'est peut-être aussi pour elle une façon de se démarquer de ces news qui, grâce à ces débats très animés, s'est imposée petit à petit comme première chaîne d'information en continu. Toutes les chaînes d'info en continu, c'est ma question Guillaume, est-ce qu'elles ne sont pas au final condamnées à avoir parfois un peu de toutologue? Après tout, l'actu est l'actu, on n'a pas forcément l'expert au bon moment, dispo à l'instant présent. Vous, comment vous gérez cette phase de toutologue, on va dire? Alors, nous, notre positionnement, il est très macro. C'est-à-dire qu'on veut traiter les grands problèmes du quotidien des Français et les grands problèmes qui traversent le monde, qu'ils soient politiques, internationaux ou économiques. Et parfois, ces trois problèmes, ils se croisent. Regardez Trump dans le Figaro, vous lisez, vous les avez dans les pages échos, vous avez Trump dans les pages internationales et dans les pages politiques. Donc, et société parfois même aussi. Et société. C'est vrai. Et donc, on voit bien que ce monde aujourd'hui, il est en train de s'interpénétrer, de s'intercroiser. Toutes les problématiques, elles sont un peu transverses. Et donc, nous, effectivement, on veut de l'expertise, de l'analyse. On veut des spécialistes qui arrivent à déconstruire, expliquer, analyser pour nos téléspectateurs tous ces phénomènes. Et parfois, ces spécialistes, mais moi je le reconnais très bien, ils peuvent parler d'international et de politique parce que c'est croisé. Parfois même d'économique. La guerre commerciale, c'est un problème international, c'est un problème économique, c'est un problème politique, c'est les trois à la fois. Nous, notre promesse, c'est d'avoir des gens... Vous cherchez des gens polyvalents comme ça polyvalents, mais qui sont dans le décryptage, pas dans l'opinion, pas dans la posture. Ils sont dans l'analyse, qui donnent du sens aux choses, qui font pas du sensationnalisme et du buzz, mais au contraire, qui appréhendent et qui décryptent en fait les phénomènes qui sont de plus en plus complexes. Donc ils restent experts malgré tout, mais dans différents domaines. Ils restent experts dans leur domaine, mais ils arrivent, parce que comme les domaines sont décloisonnés, ils arrivent quand même à parler d'autres choses. Damien, on poursuit ces infomédias avec un nouveau documentaire en préparation sur Bertrand Cantat. Oui, je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs cette série de documentaires incroyable que Netflix a mis à disposition. C'était en mars dernier sur sa plateforme qui était de très bonne qualité. Elle racontait comment Marie Trintignant est morte sous les coups de son compagnon, mais aussi la façon dont les médias ont fait preuve de clémence parfois à l'égard de Bertrand Cantat. Et bien selon nos confrères du Parisien, C-Star a aussi décidé de s'intéresser à ce drame en préparant le portrait du chanteur. Les équipes de la société Janton Productions ont d'ores et déjà commencé le tournage en interrogeant des journalistes, dont certains ont d'ailleurs parfois assisté au procès de Bertrand Cantat, qui a été condamné à 8 ans de prison ferme pour coup ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le documentaire devrait arriver sur la chaîne du groupe Canal au cours des prochains mois.
On a vu vos concurrents, notamment BFM, se lancer de plus en plus dans le documentaire de décryptage. Est-ce que sur LCI, c'est un format sur lequel vous avez envie d'aller parfois à certains horaires? Est-ce que vous allez le développer dans Ça y est, on y va dès ce soir, vous verrez, à 21h, donc un documentaire sur la dissuasion nucléaire fait par Bertrand Koch. Et on veut tous les vendredis, samedis et dimanches à 21h proposer une offre de décryptage d'actualité en documentaire, en reportage. On a les équipes de grands reporters de TF1 et de LCI qui vont sur le terrain en Ukraine, en Haïti, au Mexique, pour ramener, en Afghanistan, Liseran Boudoul, pour rapporter aux téléspectateurs une nouvelle modalité, un nouveau format de traitement. Donc nous, ça sera 40 minutes, 52 minutes, des longs formats avec des docs sur des problématiques actuelles, des portraits. On fera demain soir la relation entre Trump et Macron. On a lancé un grand reportage sur l'Europe de l'Est, comment elle se barricade face à la menace de Vladimir Poutine. On va faire un documentaire sur la famille royale. Voilà, donc on lance une nouvelle offre qui commence dès ce soir. Et toujours en transverse avec les équipes de TF1, c'est-à-dire des journalistes qui peuvent faire des sujets courts pour les JT, les développer plus pour vous, c'est ça? Absolument. Notre stratégie, c'est d'utiliser la puissance du groupe TF1 et de la mettre au service des téléspectateurs de LCI. Et donc on a à la fois des incarnants très forts, Darius Rochebin, David Pujadas, Margot Haddad, Amélie Carrouer, vous les connaissez, et puis ils utilisent la force de la rédaction de LCI, mais aussi celle de TF1, et ça nous donne une offre qui, à mon avis, qualitativement, est imbattable. Damien, on termine par le chiffre du jour, c'est le 25 aujourd'hui. Et oui, c'est le nombre de chaînes qui vont écrire la nouvelle page qui vient de se tourner dans l'histoire de la TNT en France. Ce vendredi, dans la nuit, l'Arcom a mis en place une nouvelle numérotation. Vous l'avez rappelé, Nicolas, l'idée était de réorganiser l'offre, en rassemblant notamment toutes les chaînes info, mais aussi d'accueillir les 2 nouvelles chaînes qui vont entrer sur la TNT. T18 qui arrive sur la 18 et Novo 19 qui va arriver prochainement sur le canal suivant. Il faudra néanmoins être patient pour découvrir 1er septembre, cette nouvelle chaîne qui est pilotée, on rappelle, par le groupe Ouest France. Effectivement, il va falloir attendre le 1er septembre. Absolument. Exactement. Alors pour que les téléspectateurs sachent comment ça se passe en coulisses, comment ça s'est passé notamment sur les chaînes info? Est-ce qu'il y a un lobbying acharné de vous et du groupe France Télé pour que les chaînes d'info soient tous regroupées? On sait que c'est un serpent de mer, ça fait longtemps qu'on entend parler de ça. Alors je crois surtout qu'il y avait une volonté de l'Arcom de dire pour le consommateur, est-ce que ça a du sens de mettre 2 chaînes en 15 et 16 et 2 chaînes en 26-27, et donc de devoir zapper, parce que la télé aujourd'hui ça se consomme avec une télécommande, de moins en moins, mais c'est encore quand même très fréquent, et on fait plus et moins. Et donc l'offre informationnelle, elle devait être regroupée. C'était ça leur idée. Après, pourquoi 13, 14, 15, 16 ? Ça, c'est Roch-Olivier Metz qui a décidé. Mais l'important pour lui, c'était d'offrir aux consommateurs français, aux téléspectateurs, une offre d'information variée et condensée. Mais vous avez compris effectivement les réticences du groupe Altice ou du groupe Canal+, puisque CNews et BFM TV sont là depuis 2005, et vous venez d'arriver. Effectivement, vous comprenez cette prime à l'ancienneté qu'ils réclamaient ou pas? Je pense que la prime à l'ancienneté, ils l'ont gardée en étant 13 et 14, c'est-à-dire les en restant devant vous. Bien sûr. Mon boulot n'est pas de comprendre les réticences des concurrents. Donc voilà, nous, on a fait un argumentaire très structuré sur pourquoi on devrait être réunis. L'Arcom a écouté, visiblement elle était d'accord, et donc on a maintenant un bloc info. D'autant qu'LCI est né avant BFM TV finalement. C'est vrai, même si elle n'est pas arrivée sur la TNT en 2005. C'est pas une prime à l'ancienneté, c'est une prime à la qualité, et c'est une prime à mon avis à la protection du consommateur. Le consommateur, je comprends très bien qu'il ait envie de consommer de l'information de manière réunie. Enfin, ça n'a pas de sens. Il n'y a aucun pays, vous allez aux États-Unis, Time Warner, ils font une offre, toutes les chaînes d'infos sont réunies. Ça a peu de sens de se dire on en met 2 ici et 2 là-bas. Donc voilà l'argument qui était à mon avis tout à fait rationnel. Mais alors, juste un aparté, parce que vous êtes rentré sur TF1 en 2005, c'est ça, il y a une vingtaine d'années. Au moment où la TNT est arrivée, est-ce que vous comprenez à ce moment-là, vous étiez journaliste bien sûr, mais j'étais à Washington. Vous étiez à Washington. TNT, effectivement, mais pourquoi TF1 n'y est pas allé? Est-ce que ça a été une erreur selon vous, sachant que effectivement LCI était la première chaîne d'info créée en France, mais ils n'ont pas voulu. Je pense. Est-ce qu'il y a pensé qu'il y avait d'autres priorités à ce moment-là? Il y a eu TMC, il y a eu TFX. Il y avait effectivement des priorités stratégiques. Celle-là n'en était pas une. A posteriori, moi je pense que c'était effectivement une erreur. C'était une erreur de ne pas y aller dès le début. De pas y aller dès le début, parce qu'effectivement ça a quand même transformé les modes de consommation de la télévision en France. Il fallait le comprendre.
fallait le concevoir. Aujourd'hui, le groupe TF1, j'allais dire, a payé cette erreur puisque vous êtes en retard sur BFM et iTélé, enfin CNews, sur la TNT payante, puis maintenant sur la TNT gratuite, puis maintenant un bloc info. Mais le bloc info, honnêtement, enfin vous dites ça à n'importe qui, tout le monde comprend qu'il faut réunir les 4 chaînes d'information continue ensemble. Il n'y a aucun sens à les avoir en 15 et 16 et en 26-27. Et c'est fait depuis cette nuit, effectivement. Vous allez le voir sur votre télécommande. C'est fini, Damien, pour les news. Il y en aura d'autres dès demain. Place au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Guillaume Debré. Guillaume, vous êtes le directeur général d'LCI, la chaîne info du groupe TF1, je l'ai dit depuis ce matin, sur le canal 15 de la TNT. Donc on le rappelle, BFM TV c'est en 13, CNews en 14, LCI en 15 et France Info en 16. Le changement principal, au-delà même effectivement d'avoir, comme vous le disiez, cette cohérence de grouper les chaînes info, qu'est-ce que ça va changer pour LCI concrètement? Qu'est-ce que vous espérez, vous, de ce changement de canal? Plus de téléspectateurs, évidemment? Évidemment, plus de téléspectateurs. Nous, ce qu'on espère, c'est de pouvoir montrer au plus grand nombre possible la qualité de l'information du groupe TF1. LCI, c'est une rédaction qui a pour ambition d'expliquer, d'analyser, d'aller au fond des choses, de problématiser. Nous, on n'a pas envie de faire du fast-food éditorial, on n'a pas envie de faire du buzz ou d'aller d'une histoire à l'autre. De l'opinion. Ouais. On veut du débat politique, mais on veut une offre informationnelle qui donne des clés de compréhension aux téléspectateurs pour essayer d'appréhender tous les phénomènes du monde, mais aussi autour de chez eux, qui sont quand même assez inquiétants. Enfin, le monde est instable, la politique française est compliquée à suivre, on est quand même dans une situation budgétaire qu'on a rarement connue, et donc on veut donner avec nos analystes, avec les acteurs de la vie publique qui viennent débattre sur nos plateaux, on veut leur donner des clés de compréhension pour appréhender ce monde qui est de plus en plus inquiétant. Et disons-le clairement, quels sont vos objectifs d'audience aujourd'hui avec cette nouvelle numérotation? Est-ce que vous avez pour objectif d'être à moyen, court terme première chaîne info de France? Parler de l'objectif de qualité de LCI. Non, on va vous en parler, mais c'est vrai que Thierry Fullier et vous avez dit 2% fin 2025, c'est ça? Thierry Fullier l'a dit, notre objectif c'est d'être à 2% de part de marché, c'est-à-dire que 2% des téléspectateurs qui regardent à un moment donné vous êtes à 1,8 actuellement sur LCI, viennent sur LCI, et donc l'objectif que Thierry a fixé, c'est 2% avant la fin de l'année, et donc on va s'y atteler. On est effectivement à 1,8 depuis plus de 3 mois, et donc on va continuer à travailler. Alors pour les téléspectateurs, effectivement, on le rappelle, c'est à peu près 3,3% pour CNews actuellement, 2,7% pour BFM, 1,8% pour LCI, 0,8% pour France Info. Est-ce qu'il y a vraiment une chance, selon vous, que cette nouvelle numérotation change la donne, la bouleverse, ou vous pensez que ce sera fait de manière un peu plus, voilà, j'allais dire, au fur et à mesure? Est-ce que vous pensez que, par exemple, quelqu'un qui va sur la 15 pour voir BFM qui tombe sur LCI peut y rester, par exemple? Mais j'espère bien. Ouais. C'est ce que vous voulez. Alors, on ne mise pas tout sur le hasard, mais effectivement, notre offre éditoriale, elle est très différente de celle des concurrents. Et on veut avoir une marque d'information très identifiée. Décryptage, analyse, je vous l'ai dit, économie, politique internationale, c'est ça notre marque de fabrique, c'est ça notre ADN. Et nous, on l'a chevillé au corps, et tous les journalistes de la rédaction qui travaillent à produire l'information sur LCI savent où ils vont et ce qu'ils veulent. Donc nous, on sait qui on est. On va pas faire du Fédiv, on va pas faire du Pierre Palmade toute la journée. On va faire, effectivement, on va décliner. Là, vous parlez de BFM TV, là. Je parle de tout. Parce que BFM TV a beaucoup parlé de Pierre Palmade et on leur a beaucoup reproché aussi. Enfin, vous l'avez reproché, pas moi, ils font ce qu'ils veulent. Mais ce que je veux vraiment, c'est que nous, les téléspectateurs qui viennent sur la 15 aient une information de qualité, mais surtout, on va au fond des choses. On prend le temps. Je veux qu'ils apprennent, qu'ils comprennent le monde dans lequel ils vivent. C'est une proposition, pardon de le dire comme ça, mais pour les lecteurs ou les auditeurs du Figaro, ils comprendront. C'est une proposition tocquevillienne. C'est la chaîne de la raison, c'est la chaîne du débat, c'est la chaîne du pluralisme, où on va inviter des progressistes et des conservateurs pour croiser leurs regards sur des phénomènes de la vie publique. Nous on ne veut pas du tout donner, j'allais dire, une information où on dit voilà les faits, enfin voilà ce qu'il faut penser. Nous, on donne les faits, on met des acteurs de la vie publique et des analystes, et puis on essaye de décrypter et de comprendre. C'est toute notre proposition. Mais elle est au cœur, de la fondation du Figaro, il y a 200 ans. Je veux dire, c'était ça, cette idée. C'est le libéralisme politique. C'est-à-dire, tous les courants de pensée peuvent s'exprimer, et il faut justement nourrir le débat public avec des idées différentes. Nous, on ne va pas demander à un tel ou un tel, ou on ne va pas dire à un tel ou un tel ce qu'il faut penser. On va plutôt
mettre en perspective des points de vue différents. Alors plus 40% de progression en 5 ans, hein. C'est une forte progression pour LCI, sachant que vous avez un petit peu baissé depuis 1 an, mais c'est surtout depuis 3 ans qu'il y a une vraie remontada, hein, comme on dit en foot, grâce à votre positionnement international sur la guerre en Ukraine. Vous allez poursuivre sur cette voie, vous allez, maintenant que vous êtes groupé, que vous êtes à une meilleure position, vous allez élargir un peu le spectre d'LCI, Guillaume, ou pas, pas forcément. Cette remontada, comme vous dites, elle est due à Thierry Tullier, c'est le patron de l'info du groupe aujourd'hui, qui a été directeur général de LCI et qui avait eu cette idée, cette vision de se dire il faut qu'on positionne LCI sur un créneau international avec du décryptage. Ce créneau international et décryptage, on va l'élargir sur de la pole, de la politique et de l'économie. Nous, on veut garder cet ADN, donc analytique, décryptage, compréhension des phénomènes, mais sur une matrice plus large. Donc la finance publique, les questions budgétaires, on les analysera sur LCI. L'instabilité politique, les questions constitutionnelles, évidemment les élections municipales de 2026 qui seront le premier round de la présidentielle, on les analysera sur LCI. Et puis Donald Trump, les saillies de Donald Trump, le rapport de pouvoir entre la Chine et les États-Unis, l'expansionnisme russe, on les traitera sur LCI. C'est ça notre promesse éditoriale. Après, il y a plein de choses qu'on fera en 15 qu'on ne faisait pas en 26, parce qu'on sera une chaîne qui va se généraliser, un peu plus, mais on gardera notre ADN. Alors c'est vrai que 24 heures Pujadas et 22 heures Rogemont ont beaucoup progressé, tout comme Margot Haddad, et dès demain on retrouvera à l'antenne Éric Brunet qui revient sur LCI après être parti pour une infidélité sur BFM TV. Comment vous avez décidé de ce retour chez vous? On en a parlé avec Thierry Tullier. Nous, on a besoin quand même... pas de rancune a priori, hein. Pas de rancune, mais Thierry l'a dit, c'est pas tellement dans notre vocabulaire. Alors moi, je suis assez à l'aise, j'étais pas là. Ouais, vous étiez pas là. Il est parti en août dernier, vous êtes arrivé en septembre. Thierry lui a fixé une feuille de route. Éric Brunet sait pourquoi il revient. Il vient pour mettre de l'aspérité, mettre du débat. Le week-end donc, hein, le week-end, là, il va commencer le week-end à partir de demain. Nous, on veut traiter l'actualité avec différentes modalités. On a parlé des grands reportages, le vendredi, le samedi et le dimanche à 21h, c'est une modalité pour conquérir un nouveau public. Brunet, c'est une promesse d'un traitement de l'actualité un peu différent, un peu décalé, avec un ton. Et donc c'est ça qu'on veut chercher. Et un peu d'opinion, forcément, un peu d'opinion, oui, quand même. Il va lui, mais on veut l'entourer de gens qui vont apporter leur opinion. Et lui, son but, son objectif, ça va être traiter l'actualité avec peut-être un peu plus de piquant, un peu plus de sel, un peu plus d'irrévérence. C'est pas tant son opinion qui m'intéresse, c'est la manière dont il va orchestrer l'opinion des autres et les mettre et croiser ses regards. On veut, nous, du pluralisme. On veut rassembler des gens qui ne sont pas d'accord. Parce que la promesse de LCI, elle s'inscrit quand même dans une vision plus large de promesse de débat public. On doit accepter la polarisation de la société française. On ne peut pas la nier. Il faut l'assumer. Elle existe. Mais nous, on veut la mettre en musique. Moi, dans ma carrière de grand reporter, je suis allé dans beaucoup de pays que je recommande assez peu, de la Corée du Nord à la Syrie pendant la guerre. Pas des exemples de démocratie, mais vraiment. J'ai bien vu ce que c'est que le ravage de la pensée unique, du totalitarisme de la pensée où on n'a pas le droit de donner les opinions dissonantes. La polarisation est un moindre mot, c'est ça? Bien sûr, et elle fait partie du débat public. Moi qui suis lié quand même d'une certaine manière à cette constitution de la Ve République, le principe constitutionnel de la défense de la liberté d'expression... établi par votre grand-père, hein, Michel. C'est pour protéger les propos pas inconvenants, mais différents. Quand vous dites quelque chose de sensé et de normal, mais vous n'avez pas besoin de protection constitutionnelle de la liberté d'expression. C'est justement quand on va à contre-courant, à rebrousse-poil de la dogma ou de la pensée commune. Et donc, c'est ça qu'on veut avoir. C'est justement apporter un peu de sel au débat public pour que les gens se fassent leur opinion et qu'ils soient des citoyens différents ou meilleurs peut-être. Absolument. Et alors, Éric Brunet, on en parle, parce que vous disiez qu'effectivement, il allait apporter un petit peu d'opinion. Est-ce qu'on connaît un petit peu le tour de table? Est-ce que vous savez si vous allez recruter de nouveaux chroniqueurs, de nouveaux visages sur LCI dans le cadre de ce passage sur le Canal 15? Il y a certains noms que vous avez lus dans la presse, donc on peut en parler. Ça démarre demain, vous pouvez nous le dire. Hein. On est ravis. Alors, ça ne sera pas avec Éric Brunet. On a fait du recrutement pour se préparer d'ailleurs à la rentrée de septembre, qui sera, on va être très concurrentiel. Donc, on s'est renforcé et on va se renforcer dans ces matrices dont je vous parlais, la macroéconomie, la politique et l'international. Nicolas Dose, qui était un chroniqueur historique de BFM, a fait le pari de nous rejoindre. Moi, je suis très content. Il a ce côté analytique. Il arrive à donner du sens aux choses
de finances publiques, budgétaires, qui sont souvent complexes. Il vulgarise très bien. Il vulgarise très bien, et c'est exactement notre promesse. Venez voir LCI, vous allez comprendre le monde. C'est ça notre promesse éditoriale. Donc Nicolas, mais on va se renforcer effectivement avec des éditorialistes politiques, avec des éditorialistes, j'allais dire, sur la matrice sécuritaire, parce qu'il faudra qu'on traite aussi certains faits divers, pas tous les faits divers, mais on va traiter les faits divers qui sont des phénomènes de société, qui posent des questions sur la France, où elle va, comment elle se gère, sur le vivre ensemble. Donc on va traiter ces matières-là. Donc oui, on va se renforcer avec une palette d'éditorialistes assez séduisante. Assez séduisante. Alors il y en a un, évidemment, un éditorialiste qui fait beaucoup parler depuis des mois. Je veux bien sûr parler de Louis Sarkozy, et notamment de son recrutement. Je crois que c'est Darius Rochemin qui l'avait un peu repéré sur les réseaux sociaux. Vous êtes aussi très attaché aux États-Unis, donc vous connaissez. Pour vous, parce qu'il y a eu ce procès fait plein de fois, il est totalement légitime, Louis Sarkozy, pour parler de politique internationale? Louis Sarkozy, moi, j'ai vécu 16 ans aux États-Unis. Oui. Et donc, quand je suis arrivé, quand Thierry Tullier m'a demandé de prendre la tête de LCI, je voulais absolument, c'était donc quelques semaines avant l'élection présidentielle, et je voulais qu'on ait une offre éditoriale où on vienne nous expliquer aussi pourquoi Donald Trump pouvait gagner. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même une petite musique qui s'installait, que Kamala Harris et les démocrates allaient tout remporter. Et même Joe Biden au début, puisqu'il était candidat. Il était candidat en septembre. Et donc Louis Sarkozy, que Darius a repéré, il a cette singularité de propos, il a cette singularité de compréhension des ressorts politiques américains. Il a vécu aux États-Unis, il habitait à Philadelphie ou en Pennsylvanie, il a grandi en Pennsylvanie, puis il habitait dans le Maryland. Et moi j'ai trouvé une singularité de propos, une singularité de compréhension des États-Unis. Et donc on l'a mis à l'antenne. Et d'ailleurs il a été excellent puisqu'il nous a raconté les ressorts électoraux de la présidentielle, et peu ou prou, il avait une intuition politique, puisqu'il se trouve que Trump a gagné. Donc maintenant, on lui fait un faux procès. Alors, vous n'allez pas, je vous arrête tout de suite. Si vous voulez qu'on parle de son nom de famille, moi, j'ai une petite sensibilité sur les procès qu'on fait au fils de, vous imaginez. Non, mais effectivement, c'est le fils de Nicolas Sarkozy, comme vous êtes le fils de Jean-Yves Debré, le petit-fils de Michel. Est-ce que la légitimité, Guillaume, et vous avez bien placé, elle est plus difficile à acquérir quand on est un fils d'eux? Est-ce que c'est plus difficile aux yeux de l'opinion publique? Vous avez connu ce combat aussi? Bien sûr, j'ai connu ce combat. En grande partie, je suis parti de France. J'ai vécu 16 ans aux États-Unis parce que je voulais échapper à ça. L'héritage de votre père et de votre grand-père, bien sûr. De mon grand-père, de mon arrière-grand-père. Je voulais qu'on me parle, quand on s'adresse à moi, je voulais qu'on me parle de mon prénom. Et pas de mon journaliste. Vous voyez qu'on est ensemble et vous me rappelez encore mon nom de famille. Par rapport à Louis Sarkozy, mais c'est vrai que cette sensibilité, je la comprends. J'en hérite. J'ai eu une chance formidable d'être élevé par mes pères au pluriel. Et oui, je le parle avec émotion parce que votre papa nous a quittés il y a peu de temps. Mais donc voilà, oui, on vit avec. Après, moi, je suis parti, j'étais reporter. Je peux vous dire que sur la ligne de front face à Daesh, quand TF1 m'envoyait en Syrie, en Corée du Nord ou en Turquie, plus beaucoup, ou aux États-Unis, quand j'ai bossé pendant 5 ans à CNN, que je m'appelle Debré ou Tartampion, ça ne changeait rien. Donc voilà, donc oui, j'ai dû faire mes preuves. Oui, c'est dur de grandir à l'ombre de personnages illustres. Retenez vos larmes, c'est aussi quand même une chance. Et voilà, il faut travailler 2 fois plus. Il faut travailler dur pour être bon et travailler encore plus pour faire mentir toutes les mauvaises langues qui diront qu'on est arrivé. Même chose pour Louis Sarkozy d'ailleurs que pour vous. Ça, je laisse Louis Sarkozy parler de lui. Et justement, est-ce que vous maintiendrez Louis Sarkozy à l'antenne la saison prochaine? Je vous pose cette question parce que Louis Sarkozy a des ambitions politiques et il s'en cache qu'à moitié finalement. On l'a vu dans son parcours médiatique ces derniers temps que potentiellement à un moment donné il allait peut-être se lancer. Est-ce que dans ces conditions LCI peut le garder? Vous savez, regardez. Il ne s'est pas prononcé, c'est ça? Mais même pas. Il est le samedi soir face à Raquel Garrido. Ça pose problème à personne. Mais qu'il n'a plus de fonction politique. Non, effectivement, il n'a plus de fonction politique. Mais enfin, elle a un engagement politique, elle a un micro-parti, elle a été députée LFI. Je veux dire, on est justement dans l'ADN total de LCI. On fait un débat. Louis Sarkozy est un conservateur assumé. Raquel Garrido est une progressiste assumée. Il se trouve que les deux ont une expérience internationale. Louis Sarkozy a vécu aux États-Unis. Raquel Garrido est née au Chili. Son père était avocat, ami de Allende. Elle a grandi au Canada. Et donc, ils ont cette singularité. Elle est droit de l'homiste en relations internationales. Louis Sarkozy est réaliste en relations internationales. Donc, ils ont des regards sur le monde qui est très différent. Et moi, je trouve absolument fascinant de les croiser. Ils sont d'accord sur rien.
Ils seront là à la rentrée. Ils seront là à la rentrée, absolument, parce que je trouve que c'est une promesse éditoriale qui est différente, qui est singulière. On apprend des choses, on a un regard assumé, et c'est un point de vue de gauche et un point de vue de droite. Les sorties qu'a fait Louis Sarkozy, notamment sur le Hamas, sur Bohème sans Salle, vous l'avez recadré, hein, je crois. Tout ça, c'est réglé maintenant, Guillaume, c'est ça? Il y a des choses qu'il ne peut pas exprimer forcément, même si ce n'est pas à votre antenne, hein, ou ça peut être sur les réseaux sociaux. Je demande aux éditorialistes, à ceux qui participent à la promesse éditoriale de LCI, de tenir leurs propos. On a une obligation de maîtrise d'antenne, je le rappelle. Même si c'est pas sur votre antenne, c'est sur leurs réseaux sociaux. Je le rappelle à la fois à nos incarnants, c'est-à-dire nos porteurs de tranches, nos présentateurs, mais également à ceux qui viennent alimenter le débat public, il faut le respect de la civilité sur les plateaux de LCI. On n'est pas une promesse où c'est la foire d'empoigne, où on va s'engueuler. Je sais qu'il y a plein de chaînes qui adorent ça. C'est pas du tout notre promesse. Nous, je sais pas de quelle chaîne vous parlez quand vous dites ça, mais... mais en tout cas, nous, notre promesse, c'est des débats civils, posés, rationnels. Alors j'en profite, juste une petite question. Marc-Olivier Fogiel, qui était il y a quelques mois encore patron de BFM, et était à cette place, on lui parlait de la concurrence, que c'est l'époque où il se fait doubler par CNews. Il disait, mais CNews, c'est pas une chaîne d'info. Je la considère pas comme une concurrente au même titre qu'LCI ou France Info. C'est une chaîne d'opinion. Vous êtes plutôt d'accord avec ça, ou pour vous, CNews, après tout, elle fait partie maintenant de ces 4 chaînes d'info, même si elle a un positionnement radicalement différent du vôtre. CNews fait partie de ces 4 chaînes d'info. C'est sûr que c'est pas du tout la promesse éditoriale que nous, on veut transmettre à nos téléspectateurs. C'est un positionnement idéologique, c'est une vision du monde. Il y a un petit peu de nostalgie régressive quand vous regardez CNews, mais c'est leur proposition. C'est pour ça que ça marche autant. La nostalgie régressive, c'est ça qui fait que ça marche. Facteur de mobilisation politique. Regardez chez Trump, regardez en Europe. Mais moi, je ne suis pas le régulateur. L'Arcom a décidé que c'est une chaîne info, c'est eux qui décident. Nous, notre promesse, on sait qui on est. On n'ira pas chasser des proies furtives. Ce qu'on veut, c'est une promesse d'information sérieuse, crédible, vérifiée, avec du débat politique et avec de l'analyse. Voilà, chacun se positionne. Et avec cette nouvelle numérotation et ce positionnement un peu plus élargi dont vous nous parlez depuis tout à l'heure, est-ce que vous aurez un peu plus de budget? Est-ce que vous aurez plus de moyens à LCI pour faire plus de reportages, peut-être des recrutements flamboyants? Est-ce que vous aurez davantage d'argent? Eh ben, on va s'y atteler. Hein. C'est le directeur général, aller convaincre l'actionnaire et Monsieur Bouygues. Voilà, faudrait développer un peu. Mais on aura, en fait, on aura plus d'argent si on arrive à avoir une trajectoire budgétaire qui est sérieuse, si on a une promesse éditoriale qui est compréhensible, si on offre un produit de qualité. C'est comme ça, c'est un cercle vertueux. C'est pas la peine d'aller dire à l'actionnaire, donnez-moi plus d'argent ou moins d'argent. Si nous, on a un produit solide, c'est-à-dire une promesse que les gens comprennent, où ils voient une information de qualité, je suis persuadé que ça marchera. Persuadé. Parce que je pense que les Français aujourd'hui, dans ces temps compliqués, instables, où le monde change, où la perte de repères est quand même constante, je pense qu'ils ont besoin d'explications, d'analytique et de décryptage. Voilà notre promesse. Eh bien, c'est dit. Merci beaucoup, Guillaume Devray, d'être passé nous voir. Le Buzz TV est terminé. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'LCI. Votre chaîne, c'est sur la 15, à partir d'aujourd'hui, de ce matin. On vous souhaite évidemment une belle fin de saison, une bonne saison prochaine. Damien, on se retrouve dès lundi pour un nouveau Buzz TV. Non, lundi, c'est férié, Nicolas. Ce sera une rediffusion. Je reviens mardi, moi. Mais il y a une rediffusion, Damien, quand même. Le Buzz TV reste là. D'ici là, prenez soin de vous. Merci encore de votre fidélité. Merci.